Regard sur le monde. Et si les tensions dans nos familles, dans notre pays, en Afrique, dans le monde, étaient dues à une compréhension obsolète ou erronée de nous-mêmes, et donc du monde. Regard sur le monde. Une émission qui vous propose une analyse avant-gardiste sur qui nous sommes, sur notre quotidien, et par conséquent sur l'actualité au Cameroun et partout ailleurs. Regard sur le monde, c'est tous les jeudis de 21h à 22h sur Royal FM 88.4. Cinquième conférence radiophonique et ce soir on a bien choisi de vous parler de l'éducation. La thématique centrale, quelle éducation pour la fabrication des États sans souveraineté, les États du Sud, les États d'Afrique. En d'autres termes, quels outils pour la mise en place d'un logiciel de la pensée fondamentale endogène. On accueille ceux qui sont dans les conférenciers de ce soir. On ne le présente plus. Le tout premier, il est conférencier enseignant international, Luc Césaire Bimaï. Bonsoir. Bonsoir Jean de Dieu et bonsoir à vos auditeurs. Votre séjour au Cameroun, chez nous, chez vous, ça va très bien jusque-là. Très bien, ça va très bien, ça se déroule très bien. Et je suis, faut le souligner, très content de te retrouver encore ce soir autour de ce micro. Moi, c'est un grand plaisir. Installez-vous confortablement. On va installer celui qui est aussi connu déjà. Mais lui, il est à Yaoundé, il est conférencier enseignant. Il vit ici au Cameroun. Lui, c'est Franck Carlin Manson. Bonsoir. Bonsoir Jean de Dieu et bonsoir à tous vos auditeurs. Maintenant, mesdames et messieurs, on va vous faire découvrir un autre analyste. Mais ce n'est pas tous les jours qu'on reçoit les médecins. Cette fois-là, Aimé Thierry Bitan, il est médecin. Il est également susceptible d'une analyse de haute expertise. Bonsoir. Bonsoir Jean de Dieu. Bonsoir à tous les auditeurs. Le médecin, nous sommes habitués à le voir avec des outils pour soigner la chair, pour la biologie. Le médecin soit également l'esprit. Vous voulez me le dire? On ne saurait concevoir la chair sans l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui gouverne la chair. La chair et l'esprit sont en équilibre. La chair et l'esprit sont en équilibre, mais c'est l'esprit qui gouverne parce que nous sommes tout d'abord esprit. Et si on ne soigne pas l'esprit, on ne peut pas soigner la chair. Est-ce que le médecin prie avant de nous soigner, avant de nous prescrire des médicaments, les injections et des comprimés? Le médecin, il prie d'abord, dites-nous. Mais il n'y a pas que le médecin qui prie. Que nous soyons conscients ou pas, nous prions tous. Et d'ailleurs, tout ce que nous sommes comme individus est le résultat des prières que nous faisons. Tout de suite, mesdames et messieurs, c'est une opportunité pour nous de réfléchir sur la problématique de l'éducation, je l'ai dit. Tout de suite, on va passer la parole pour redéfinir même Luc Césaire Bimaï. Lorsqu'on voudrait recréer l'État du Cameroun, la vraie fabrication de l'État du Cameroun, vous proposez qu'il faille passer par l'éducation. Quelle considération, quelle signification va-t-on donner à ce que nous appelons éducation? Merci Jean de Dieu, encore une fois, de nous permettre de toucher ce sujet qui est très important et très capital. Lorsque on pense à l'éducation, moi je pense d'abord à une définition de l'éducation qui est donnée au plus haut niveau, par exemple au niveau de l'ONU. Donc, où éduquer veut dire pérenniser une race, ou encore éduquer veut dire construire un lien entre la population éduquée et la hiérarchie spirituelle. Donc, ce qui revient à dire que l'éducation, c'est un outil de domination. Ça veut dire que celui qui domine a des objectifs et il doit fabriquer des instruments en termes de population humaine sur lesquels il va s'appuyer pour réaliser ses objectifs. Et c'est dans cet ordre-là que, si vous voyez très bien ce qu'on appelle le Cameroun, nous avons les populations, mais ces populations sont un système de pensée
Et posons-nous la question de savoir comment est-ce que ce système de pensée a été construit. Donc, sur la base des politiques éducatives. Je te rappelle, Jean de Dieu, et à tous nos auditeurs, que nous avons un monde, bien sûr, qui est assez complexe à comprendre. Bon, mais peut-être à partir des termes simples, on peut arriver très brièvement à donner un peu une certaine vision du monde, même à ceux qui nous écoutent. Donc, ça veut dire que nous avons un monde, comme je le disais, donc en rapport par exemple avec le Cameroun. Donc, ce monde est conçu comme un édifice. Et tout le monde sait un édifice, normalement, construit sur la base d'une pierre angulaire. Et donc, la pierre angulaire que représente l'édifice du monde, c'est le produit humain. Donc, parce que tout ce qui va être construit autour va être inspiré de ce produit humain. En d'autres termes, il n'y a pas éducation s'il n'y a pas d'homme. En d'autres termes, il n'y a pas éducation s'il n'y a pas d'homme. D'ailleurs, quand on parle de l'homme à la base, c'est lui. Parce qu'éduquer, il faut construire sa personnalité, il faut construire sa vision du monde. Il faut construire l'idée qu'il va faire de lui, qu'il va se faire de lui. Donc, ça veut dire que c'est lui qui va construire sa vision du monde, c'est lui qui va être son Dieu, c'est lui qui le fabrique. Voilà. Et autour de ce produit humain, il doit se construire une architecture autour et qui fonctionne grâce à ce produit humain. Donc, lorsque nous prenons dans le cas du Cameroun, c'est ça qui est assez important pour le cas du Cameroun, mais ça peut concerner toute l'Afrique et peut-être toute la Terre. Donc, vous avez le cas du Cameroun. Donc, les politiques qui vont être pensées pour fabriquer ce qu'on appelle les Camerounais, ces systèmes de pensée en mouvement, ne sont pas conçus par le Cameroun, sont conçus par l'extérieur. Nous l'avons dit, le logiciel qui gouverne les petits pays, les pays africains, c'est un logiciel exogène. Exactement, c'est un logiciel exogène, comme tu le dis si bien. Voilà. Mais pourquoi les ingénieurs qui vont penser le logiciel qu'on va appeler le Cameroun, 30 millions d'individus qui représentent en réalité un logiciel qui est construit par l'extérieur. Pourquoi ils vont le concevoir? Parce que c'est un marché. Donc, ils vont s'appuyer sur ce marché pour réaliser leurs objectifs. Donc, il est très évident que même ceux qui gouvernent le Cameroun, puisque ce n'est pas eux qui ont conçu ce logiciel, donc c'est un logiciel qui leur échappe. C'est-à-dire la connaissance de cet logiciel, la maîtrise de ce logiciel les échappe réellement. Parce que c'est l'ingénieur qui va le concevoir, qui le connaît et qui le maîtrise. En termes simples, les contenus d'éducation, les contenus de formation des Camerounais ne sont pas conçus par les Camerounais. Ne sont pas conçus par les Camerounais, sont conçus par les ingénieurs extérieurs. Donc, vous avez par exemple, nous avons plusieurs systèmes que nous utilisons quotidiennement. Nous avons par exemple des autos qui sont conçus par les ingénieurs automobiles. Nous avons des téléphones qui sont conçus par les ingénieurs en téléphonie. Et nous avons le produit humain qui sont conçus par les ingénieurs de l'éducation. Nous avons dans l'éducation ce que l'on appelle les programmes scolaires. Et les programmes scolaires sont conçus par l'extérieur. Par l'extérieur. C'est une compilation d'informations qu'on va personnifiés sous forme d'individus humains qui sont conçus par l'extérieur. Mais ils sont conçus pour obéir aux objectifs de ceux qui les conçoivent. Donc, à partir de ce moment-là, lorsque vous dites le Cameroun, dans le fond, au niveau générique, on peut dire le Cameroun, mais au niveau du contenu qui est en mouvement au Cameroun, il est conçu par l'extérieur. Et cela peut se globaliser au niveau de l'Afrique. Donc, ce qui fait que la gouvernance va être la gouvernance de ce logiciel ou alors de ce système de pensée qui va prendre forme comme une nation va être maîtrisée par ceux qui l'ont conçu. Donc, ce qui veut dire que si vous voulez une nation qui soit hors de contrôle de les ingénieurs extérieurs, il faut bien concevoir un système de pensée ou alors une éducation, un modèle éducatif qui ne soit plus sous le contrôle des premiers ingénieurs. Donc, où la source même ne soit plus en rapport avec celle qui inspire les ingénieurs extérieurs. C'est à partir de ce moment-là qu'on peut commencer à avoir une nation nouvelle, en réalité, qui échappe au contrôle des puissances extérieures. Alors, je vais revenir à vous. Je voulais faire illustration en prenant pour exemple ici les 11 accords inégaux
qui ont été signés pour que les pays comme le Cameroun puissent, n'est-ce pas, être appelés pays indépendants. Parmi ces 11 accords, je crois que nous reviendrons sur l'un des accords qui fait du Cameroun et d'autres pays francophones des produits conçus par le logiciel extérieur. D'ailleurs, le 11e accord dit l'obligation de s'allier avec la France en cas de guerre ou de crise mondiale. Le 10e accord, c'est renoncer à toute alliance militaire avec d'autres pays, sauf autorisation de la France. Le 9e accord, c'est l'obligation d'envoyer en France un bilan annuel et un rapport d'état des réserves. Le 8e accord, c'est l'obligation d'utiliser le franc CFA, franc des colonies françaises d'Afrique. Le 7e accord, c'est l'obligation de faire du français la langue officielle du pays et la langue pour l'éducation. Le 6e accord, c'est le droit pour la France de déployer des troupes et d'intervenir militairement dans le pays pour défendre ses intérêts. Le 5e accord, c'est le droit exclusif de fournir des équipements militaires et de former les officiers militaires des colonies. Parmi ces colonies, le Cameroun. Le 4e accord, c'est la priorité aux intérêts et aux entreprises françaises dans les marchés publics et appels d'offres publiques. Le 3e accord, c'est le droit de premier refus sur toute ressource brute ou naturelle découverte dans le pays. Le 2e accord, donc, qui devrait plutôt nous intéresser ce soir, c'est la confiscation. Non, là, c'est la confiscation automatique des réserves financières nationales. Et le tout premier accord, c'est la dette coloniale pour remboursement des bénéfices de la colonisation. Alors, parmi ces accords en interne, il y a également que les programmes scolaires doivent être conçus par des ingénieurs, essentiellement français. Est-ce que cela pose un problème? Ben, déjà que si nous avons une très bonne analyse... Lorsque vous avez un protecteur qui s'appelle la métropole. Si nous avons une très bonne analyse, tout ce que vous venez de lire ne sont pas des accords, sont des injonctions. Ce sont des outils de gouvernance, des outils qui permettent de réguler le programme mis en place. Lorsqu'on parle d'accords, c'est toute une autre chose. Donc, je vais prendre pour exemple, vous allez sortir un animal de l'environnement naturel. Vous le faites rentrer dans un processus de domestication. Ça veut dire que cet animal, vous construisez dans l'animal un système de pensée qui vous est propre, pour vous permettre de communiquer avec cet animal, c'est-à-dire de mettre l'animal en mouvement. Donc cet animal, vous le domestiquez pour vous en servir comme un outil vous permettant d'atteindre vos objectifs. Vous n'établissez pas des accords avec l'animal. Vous voyez bien, donc vous pouvez établir des règles qui vous permettent de contrôler l'animal. On ne peut pas appeler ça accord. En d'autres termes, des populations des colonies, c'est des animaux à domestiquer. Les populations des colonies, c'est un système de pensée mis sur pied par les ingénieurs occidentaux sur lesquels ils s'appuient pour réaliser leurs objectifs. C'est un marché. C'est un marché. On va passer la parole à Carlin Franck Manson. Il va essayer de voir dans quelle mesure est-il important pour quelqu'un qui vit tranquillement avec un parent ou alors un parent spirituel, un parent éducationnel. Est-ce qu'il est nécessaire de penser aujourd'hui à mettre les jalons d'une nouvelle éducation dans des pays comme le Cameroun? En quoi un nouveau logiciel éducationnel s'impose à nous? Pourquoi est-ce qu'il faudrait réfléchir ainsi? C'est très simple à comprendre, Jean de Dieu. Je vais partir d'une image pour donner la possibilité à tous ceux qui nous écoutent de percevoir l'analyse. Prenez un fermier qui a une ferme dans laquelle il va mettre quelques poules. Et il va se charger de soumettre ces poules à un croisement et à une alimentation. La première question que nous pouvons nous poser, est-ce que la démarche du fermier profite-t-elle au poulet ou alors cette démarche profite-t-elle au fermier? Et je pense que tout le monde nous dira que la démarche profitera aux fermiers. Même si les poules ont pris de l'envergure. Même si les poules ont pris
de l'envergure, du de volume. l'épaisseur. Du volume, ça fait davantage les affaires du fermier. Et ça nous amène à revenir sur ce cas. Alors que le fermier fait nourrir le poulet est quand même bien nourri. Il ne nourrit pas le poulet pour les poulets. Il nourrit les poulets pour lui parce que les poulets, ce sont ses marchandises. Et nous pouvons donc revenir. Les poulets seront consommés à la bonne sauce. Oui, les poulets seront bien sûr consommés à la bonne sauce. C'est-à-dire que les poulets, ce sont des éléments, constituent plus tard des éléments de rentabilité pour le fermier et non pour les poulets. Et ça veut simplement dire que quand vous éduquez... Et une phrase forte, Oui, on ne nourrit pas le poulet pour le bonheur du poulet, non, absolument pas. mais on nourrit le poulet pour le bonheur de celui qui va manger le poulet. Parce que le poulet participe à construire le patrimoine du fermier. Et quand vous éduquez dans un enfant, ou bien quand vous éduquez une population, vous la nourrissez. Et vous la nourrissez de quoi? Vous la nourrissez des informations qui va déterminer l'idée que cette population peut se faire d'elle. Et quand nous revenons par exemple dans le cadre de la famille, pour comprendre bien comment la nation fonctionne et le rôle de l'éducation. Parce que comme M. Wimar le disait tout à l'heure, l'éducation c'est un instrument géopolitique, un instrument de contrôle, de gouvernance. Quand vous prenez une famille, vous aviez à la tête d'une famille un parent et le père et la mère. Et une famille c'est une idée, c'est une pensée. C'est cette pensée qui se personnifie au travers des parents. Vous avez les parents qui vont se procréer. Parce que la famille doit réaliser l'idée d'elle. Et les parents vont se procréer, vous avez plus tard les enfants. Et vous voyez donc que le parent donc, qui maîtrise l'objectif lié à la réalisation de la famille, pour le transmettre à ses enfants, il ne procède pas quoi? Par l'éducation. Ça veut dire que quand vous observez donc, c'est que la famille plus loin, la nation, vous aviez donc là un esprit qui va se personnifier au travers de ce qu'on appelle les populations. Et lesquelles populations, vous avez des individus qui représentent la nation au haut niveau, comme les parents. Et ce sont ces individus qui sont chargés justement de construire l'identité des populations par le biais de l'éducation. Vous voyez? Je vous comprends. Voilà. Donc, ce qui fait donc que par l'éducation, on va construire une identité dans les individus, dans le fond, non pas pour leur faire du bien, comme le cas du fermier de poulet, mais pour faire des individus exploitables, contrôlables. Et pour ce, nous pouvons donc définir l'éducation. L'une des définitions pédagogiques de l'éducation, il est dit que c'est un processus social global visant la transformation d'un individu lui permettant de jouer un rôle dans la société. Mais ce que moi j'ai dit, c'est un processus social global visant la programmation d'un individu lui permettant de jouer le rôle de consommateur au sein de la communauté, de la société. Parce que si vous ne programmez pas un individu, vous ne construisez pas dans un individu l'idée de lui qui l'amène à se définir à partir des éléments horizontaux, mais vous ne pouvez pas en faire un sujet au travers duquel vous pouvez construire autour une économie aussi florissante. Pour le cas du Cameroun, qui sont-ils ceux qui programment pour le cas du Cameroun, ceux qui pilotent ces logiciels pour avoir des individus contrôlés et contrôlables? Oui, tout le monde sait très bien que les politiques éducatives, n'est-ce pas, qui sont mises sur pied, les politiques éducatives à partir desquelles on construit l'identité nationale sont définies par l'Occident, notamment la France. Et c'est justement la raison pour laquelle on parle de l'éducation nationale en rapport avec l'identité nationale. C'est-à-dire vous avez l'outil éducatif qui est chargé de construire l'identité nationale. Alors, quand on parle d'éducation nationale, est-ce que la nation camerounaise est un petit morceau de la nation française? La nation camerounaise constitue l'un des membres du corps, parce que le monde fonctionne, on parle d'un monde qui fonctionne sur le régime d'État-nation. C'est-à-dire comme un corps, on a des membres supérieurs et des membres inférieurs. Ça veut dire que vous avez un pays comme le Cameroun, qui est membre inférieur. Et dans la politique éducative à partir de laquelle on va construire l'identité de la nation, elle vient des membres supérieurs. Des membres supérieurs. C'est justement la raison pour laquelle il y a, sur les accords que vous avez cités, il y a un élément très important. On a parlé, vous avez cité, vous avez parlé du français. Voilà, le français qui... Il faut imposer la langue française. Il faut imposer la langue française. Vous savez bien que quand on parle de la langue rentre... C'est le socle de la culture. Derrière la culture, vous avez quoi? Vous avez l'esprit. Et derrière l'esprit, quand on parle de l'esprit, ça renvoie à quoi? Ça renvoie à la personnalité. Ça veut dire que par la langue, c'est-à-dire on vous colonise,
Ça veut dire qu'on construit dans un logiciel qui vous rend dépendant de ceux qui... La preuve, vous et moi, on ne peut pas parler, on ne peut pas faire cette émission en langue bassa. On va faire cette émission en langue française. Et donc, moi, je suis content de toutes les façons qu'on soit nourri par la langue française. Vous ne trouvez pas? Vous y trouvez un inconvénient? Non, je ne trouve vraiment pas un inconvénient parce que selon que nous abordons le sujet, je ne pense pas que la question, c'est-à-dire, réside au niveau sémantique. Je dis au niveau sémantique, c'est-à-dire de la langue. La question au niveau culturel et spirituel. Voilà, et elle est au niveau culturel. Vous voyez bien que le regard qui est décliné là, dans le fond, n'a rien à voir avec la culture occidentale. Alors, Aimé Thierry Bitan, je crois que en partant de ces deux premiers exposés, on peut commencer à se poser des questions simples pour le bonheur de nos auditeurs. Qui doit éduquer qui dans notre contexte? Lorsqu'on observe qu'un pays comme le Cameroun, le logiciel qui gouverne le Cameroun est pratiquement exogène. À l'état actuel, qui doit éduquer qui? L'éducation, merci pour la question, Jean de Dieu. Merci encore pour les auditeurs qui nous écoutent. Qui doit éduquer qui? Qui parle d'éducation parle de transmission, de transmettre un regard, une compréhension, une connaissance. Et on ne donne pas ce qu'on n'est pas. On ne donne pas ce qu'on n'est pas. Pour donner quelque chose, il faut l'avoir. Ça veut dire pas l'avoir dans les images, pas l'avoir... il faut que celui qui communique un regard incarne le regard qu'il veut donner à l'individu, à la population. Autrement dit, il faut des modèles. Il faut un modèle pour... Et qui sont nos modèles? Bonne question. Il faut des modèles. Il faut des modèles pour communiquer, pour procréer, pour transmettre ce qu'ils sont aux autres. Qui sont nos modèles? Quelques détourneurs de deniers publics, c'est ça? Hein? Les deux, comme si on suit bien les exposés qui ont commencé, on comprend bien que ceux qui nous ne sont pas gouvernés, ce sont des régisseurs qu'on a, qui sont un peu comme à l'époque de l'esclavage. Il y avait des régisseurs de prison, quoi, qui étaient chargés d'encadrer le bétail. D'encadrer le bétail. Le bétail du maître. Donc nous sommes le bétail, il y a des régisseurs. Il y a des régisseurs de bétail. Certains les appellent les sous-préfets, c'est ça? Les sous-préfets, voilà. On a des régisseurs de bétail. En réalité, ceux qui nous gouvernent, nous sommes gouvernés depuis l'extérieur parce que celui qui te donne le regard, qui t'éduque, c'est celui-là qui est ton maître. C'est celui-là qui est ton chef. C'est celui-là qui est ton Dieu. Donc, si on veut, il faut repenser. Si on veut sortir de là, il faut repenser les bases sur lesquelles on veut construire notre nation. Et ces bases doivent être définies, doivent être incarnées dans les individus. Ce n'est pas incarné dans les mots, dans les lettres, dans des livres, mais ces livres doivent être écrits dans les cœurs. Donc, les individus qui incarnent ce regard et qui ont la capacité de transmettre ce regard, non seulement par leur vécu, donc par leur façon de faire, mais aussi par la communication, comme on est en train de le faire. Par la communication. On aura besoin de voir comment ça se passe ailleurs. Luc Césaire Bimaï, est-ce que les Africains peuvent prendre la première responsabilité, celle des parents? Y a-t-il des parents modèles pour dire le logiciel extérieur, oui, il est là, mais nous, Africains, nous apportons des valeurs à nos enfants? Avant de répondre précisément à ta question, j'aimerais revenir sur un élément que tu as souligné avec Franck. Bon, tu lui posais la question de savoir si la nation camerounaise est un morceau de la nation française. Et à cette question, je donne une citation de quelqu'un qui est très très bien connu en France, je crois aussi en Afrique, M. Attali, donc qui disait il n'y a pas très longtemps qu'au moment où l'Empire occidental est en déclin, curieusement ou paradoxalement, l'idéologie occidentale est devenue universelle.
l'idéologie occidentale, est devenue universelle. Donc, nous savons tous qu'une idéologie, c'est la base de définition de l'identité d'un individu. Donc, ce qui nous montre très bien que non seulement le Cameroun, mais en plus l'Afrique est l'extension de l'idéologie occidentale. Voilà. Donc, ça veut dire que si on devrait avoir, et si nous comprenons que l'idéologie occidentale, sur le plan métaphysique, ne renvoie pas au Créateur, ne renvoie pas à Dieu. Donc, elle renvoie à la conscience universelle, que le Nord croit que c'est le principe de toute chose, c'est-à-dire c'est Dieu, par définition. Bon, comment voulez-vous que, au Cameroun ou en Afrique, qui est dans la projection de l'idéologie occidentale, sur cette base identitaire, comme ce système de pensée, qu'elle puisse vraiment se transformer. Ça veut dire que ce qu'il faut là, un nouveau système de pensée qui puisse émerger, n'ayant plus de racines avec la conscience occidentale ou la conscience universelle, qui est sous le contrôle du Nord, mais qui est une autre source identitaire. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là qu'on peut voir commencer à s'étendre, non seulement au niveau du Cameroun, mais au niveau du monde, une autre manière de penser l'homme, une autre manière de penser le monde. À partir de ce moment-là, nous pouvons voir une révolution émergente. Et une révolution métaphysique, une révolution émergente, un peu comme on a vu en Chine. Un peu comme on a vu en Chine, mais on peut dire que l'idéologie chinoise est l'extension de l'idéologie occidentale. La Chine ne se pense pas en dehors de l'Occident. Vous voyez, c'est l'idéologie occidentale, comme le dit M. Attali, l'idéologie occidentale est devenue universelle. Donc nous avons un monde qui est universalisé, donc qui fonctionne à partir du même système de pensée. Mais qu'est-ce qui fait la puissance de la France? C'est que les pays comme la France, les États-Unis, sont les hauts représentants de ce système de pensée. Donc ils sont, en d'autres termes, on peut dire les apôtres de ce système de pensée qu'ils exportent partout dans le monde. Vous voyez, donc c'est pour ça que pour eux, aller étendre ce système de pensée dans le monde, c'est de faire... Ils se donnent donc la mission de civilisation. De civilisation, de gouvernance, de gouvernance du monde. Alors, avons-nous les moyens de prononcer la rupture et avoir des parents modèles qui disent « Voici des valeurs que je vais inculquer à mes enfants ». Des parents modèles qui ne soient pas le produit du même système de pensée occidental. Des parents modèles dont la source identitaire devra être autre chose que la conscience universelle. À partir de ce moment-là, nous avons l'émergence d'une civilisation nouvelle. Une civilisation nouvelle. C'est-à-dire une civilisation qui ne pense pas l'homme à partir de la même racine que la conscience universelle. Une civilisation qui pense l'homme à partir de ce que nous appelions l'autre fois ici, donc de ce qu'on peut appeler la supraconscience. Une conscience, une compréhension qui ne vient plus de la même source que celle de l'Égypte. Ça ne vient plus du Nord. Qui ne vient plus du Nord. Mais quelque chose qui pourrait naître d'Asie, du Sud. Qui naît du Sud et qui inonde le monde. Qui inonde le monde. Est-ce que ce n'est pas un rêve chimérique? Ben, si vous voulez, si c'est un rêve, si nous arrivons à convenir que c'est un rêve, ça veut dire qu'il faut se soumettre tranquillement à l'idéologie du Nord. Oui, à l'idéologie du Nord, puisque nous avons un système universel organisé avec une hiérarchie établie. D'ailleurs, vous le voyez autant que moi, Jean de Dieu, qu'actuellement, tous ceux qui demandent le changement au Cameroun, c'est à partir du système de pensée occidental. Et d'ailleurs, la plupart de ces gens... C'est-à-dire, en des termes simples pour nos auditeurs qui ne sont pas suffisamment outillés, en des termes simples, tout homme politique en Afrique a son blanc en héros. C'est ça. Et d'ailleurs, vous le verrez très bien, il y a une politique, réseau. Écoutez bien, il y a une politique qui est très très bien pratiquée par le pouvoir du Nord. Dès qu'un individu qui représente le système de pensée du Nord commence à réclamer un changement, on lui donne le plateau à RFI ou à France Info, il devient mondial. Même si dans le fond, on sait bien que c'est le Nord qui mène derrière, qui pilote les choses derrière. Même si l'individu n'a pas la légitimité locale, dès lors qu'il est... Même si l'individu n'a pas la légitimité locale, et encore moins, même s'il ne pense pas le monde en dehors de
du même système de pensée que ceux qui sont sur pied, sur place. Par exemple, pour le cas du Cameroun. Donc, dès qu'il a une ouverture à RFI, mais il devient une star. Donc, qui commence à entraîner un groupuscule d'individus sur place à réclamer le changement. Alors, je vais donner on aura une autre appréciation par Franck Carlin Manson. Moi, je reviens sur l'engagement endogène. Est-ce qu'on peut avoir des parents modèles lorsque chaque jour, on nous parle des scandales qui sont les faits de nos parents? On vous dit que X parents, il a pourtant des enfants, mais il doit être là, il doit descendre en prison pour les faits du vol. Est-ce qu'on a des moyens de créer un logiciel endogène avec des parents voleurs, des parents corrompus, des parents menteurs? Est-ce qu'on ne rêve pas à croire qu'on va prononcer la rupture avec le logiciel occidental? J'aimerais aborder d'abord la question sur un autre angle que je trouve assez pertinent. Allez-y. Puisque vous parlez des parents. Prenez Monsieur X ou alors Monsieur Jean, qui est parent d'enfants. Et Monsieur Jean, derrière le visage de Monsieur Jean, vous avez une identité qui a été construite. Laquelle identité n'est qu'une construction sociale, est le fruit d'une construction sociale. Ça veut dire que l'idée que M. Jean se fait de lui, a de lui, il est tiré de la société. Ça veut dire que M. Jean, en d'autres termes, représente une compilation de paradigmes sociétaux. Vous avez les paradigmes tels que la richesse, tels que la réussite, tels que le succès, tels que le bonheur. La voiture, l'argent, etc. Bon, ce qui veut dire donc que M. Jean, donc, qui a un enfant, s'il est chargé d'éduquer l'enfant, puisque c'est d'ailleurs le cas, vous voyez que c'est la compréhension ou bien l'idée de lui qui transmet à l'enfant. On ne peut pas lui transmettre quelque chose. L'enfant ne sera que cupide. L'enfant ne sera que la projection de M. Jean. Ça veut dire que pensez donc à un parent qui est la construction de la société. Pensez que ce parent soit capable de donner des repères autres que ce qu'il est à l'enfant, ça serait une utopie. C'est une utopie. C'est-à-dire que le manguier ne peut pas donner des oranges. Mais absolument, absolument pas. Le problème, c'est que comme généralement la plupart des individus qui sont des sujets sociaux ne se connaissent pas, parfois on est surpris des événements auxquels on est confronté, que ce soit dans nos foyers ou bien, je ne sais pas. Alors que nous sommes des propres artisans, M. Jean est le propre artisan de ce qui lui arrive. Qu'est-ce qu'il faut donc pour qu'on ait ça veut une simplement nouvelle base dire que éducationnelle? M. Jean, comme le disait M. Bimaï, il est une construction occidentale. Ce n'est pas cette construction occidentale qui peut changer, qui peut être transformée. Il faut bien là des individus qui représentent un système de pensée non sociétal. Ça veut dire des individus qui sont, je peux dire en d'autres termes, la compilation des paradigmes supra-sociétals. C'est-à-dire des individus qui n'aiment pas l'argent, qui n'aiment pas les voitures. Dont l'identité n'est pas construite par la société, mais elle est construite par l'intelligence réelle. Ça veut dire que ces individus sont capables de se procréer, non seulement dans leur famille, ce qu'on appelle la maison, et aussi dans toute la nation. Et ces individus nous viendront d'où? Du ciel? Ben non, pas qu'ils viendront du ciel. Parce que les individus actuels parlent comme leurs parents. Le parent dit, je vais me faire opérer la main à Genève, je vais prendre mes congés pour Paris, je parle comme un blanc, je mange comme un blanc. Est-ce que celui qui se soigne à Genève peut imaginer accoucher un enfant qui va choisir d'aller se soigner dans un langue? Mais ce n'est même pas possible, puisque l'enfant, c'est la projection du parent. Et où viendront donc ces nouveaux, ces hommes d'intelligence supra-sociétale? Si, gens de Dieu, nous sommes assez attentifs, on peut bien se rendre compte que le regard qui est décliné là, il ne vient pas de la société. N'est-ce pas? Le regard de ce studio. C'est-à-dire le regard qui est décliné actuellement dans ce studio, il ne vient pas de la société. N'est-ce pas? Ça vous regarde que ce regard, il est supra-sociétal. Donc on peut donc bien comprendre que... ça signifie qu'il y a quand même les hommes comme Luc Bibaye. Exactement, elle est accessible. Elle est accessible. Ok. On va aussi prendre l'avis du médecin. Le médecin est habitué à utiliser les outils inventés par le monde occidental pour soigner le corps.
Aimé Thierry Bitan, on fait comment? Si notre école est essentiellement la reproduction de l'école occidentale, si les membres de nos familles ne sont que des marionnettes de la pensée occidentale, si maintenant nos églises ne sont que les produits de l'église occidentale, on fait comment? D'où nous viennent des médecins qui ne sont pas respectueux des ordres impulsés depuis l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. On fait comment pour sortir de l'eau? Merci pour la question, Jean de Dieu. Pour sortir, on fait comment pour sortir de là? Pour prononcer la Pour rupture. prononcer la rupture. En réalité, ce que nous sommes en tant que construction sociale, ce que nous avons reçu de l'Occident, ce n'est pas ce logiciel-là qui va changer. Ce n'est pas ce logiciel-là qui va adopter un autre comportement. Il faut un autre logiciel. Il faut une autre pensée. Il faut repenser l'éducation qu'on veut donner, qu'on veut transmettre. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, et comme la plupart des intervenants l'ont dit, il faut des modèles. Et les modèles existent. Et les modèles ont existé. Et ils existeront. Il faut des modèles. Et je vais prendre une image. L'enjeu, c'est la pérennisation de la race, de l'éducation. L'éducation est un instrument puissant. C'est par l'éducation que nous sommes devenus ce que nous sommes, Africains. Vous avez l'impression que les Africains d'aujourd'hui sont vraiment bien éduqués? Je dis, c'est pas l'éducation. Je ne dis pas que l'éducation occidentale que nous sommes devenus ce que nous sommes. Je vais prendre 3 images. 3 mots. Esclavage, colonisation, néocolonialisme. C'est la même chose. Mais la méthode est de plus en plus efficace. Subtile. Colonisation, on vient avec le fouet et la religion. Colonialisme, c'est l'individu lui-même qui est son propre geôlier. Néocolonialisme, le système est encore plus performant parce que c'est lui-même qui forme les esclaves. On vous donne l'impression que vous êtes en collaboration. En collaboration, mais en fait... Ou en coopération. En coopération, mais en fait, c'est vous-même qui formez, vos limites, quoi. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? La personne vous a donné son regard. La personne qui vous a inspiré, il est votre Dieu. Il nous a donné son regard, sa façon de faire. Tant que je reste dans sa façon de faire et dans son regard, mais il me contrôle même à distance. Et qu'est-ce que je fais? Je transmets ça à mes enfants. Et ainsi de suite. Lui, il est tranquille. Parce que le travail est bien fait. Donc tant que je reste dans ce paradigme occidental, je ne peux pas sortir de là. Il faut repenser dans un autre univers. On dit sortir supra-sociétal, un univers, une compréhension supra-sociétale qui est accessible. Nous abordons la dernière ligne droite de la causerie d'aujourd'hui. Le plus important n'est pas le nombre de minutes. Le plus important, c'est le contenu substantiel de cette causerie. Avec vous, Luc Césaire Bimaï, on voudrait donc évaluer en quelques mots l'engagement des parents africains, la qualité des contenus des enseignements de nos écoles et surtout les manifestations et le contenu de ce qui sort de nos églises. C'est ça. D'ailleurs, je pense que le terme Afrique, on peut décider aujourd'hui, au niveau politique, de changer la sémantique relative à la dénomination de cet espace territorial. Qu'on cesse d'appeler ça Afrique. Que ça ne s'appelle plus Afrique. Tout le monde l'adopterait. Qu'on appelle ça comment? Donc, ce que nous avons dans cet espace territorial qu'on appelle Afrique, c'est l'extension du système de pensée universelle. Vous voyez bien, ce système de pensée universelle dont le Nord est la plus haute représentation pour notre époque. Donc, dans le fond, l'Afrique, ça n'existe que de nom. Mais dans la réalité, nous avons le système de pensée universelle en mouvement au niveau de l'Afrique. Voilà. Et donc, comme les uns et les autres l'ont dit, vous ne pouvez donc pas imaginer que les individus qu'on appelle les parents
qui représentent ce système de pensée universelle puissent changer de comportement. D'ailleurs, ils n'ont pas été conçus pour changer de comportement. Ils ont été conçus pour nourrir le marché mondial, pour nourrir l'économie mondiale. Ils ont été conçus pour servir comme ressource pour ceux qui s'y appuient pour s'alimenter, pour construire leur identité dans le monde. Leur identité. Voilà, ils n'ont pas été conçus pour changer. Donc, ce qui peut apporter le changement, Jean de Dieu, je crois que je le disais ici lors de la première... Et c'est ici la réponse à ma question. Voilà, alors, donc je disais ceci, lorsque vous voyez la manière dont, que ce soit les ingénieurs automobiles, ou les ingénieurs en téléphonie travaillent, ou même les ingénieurs aéronautiques qui construisent les avions, on commence d'abord par penser la construction du prototype. Lorsque le prototype est réalisé, on le duplique des millions de fois. Donc, ce qu'il faut ici, c'est un système, l'idée de l'homme qui ne vient pas de la même source occidentale, qui vient d'une autre source, que nous considérons pour moi la source vraiment créatrice. Et si cette idée de l'homme arrive à rentrer dans sa maturité, elle se duplique. Donc, c'est une question de vision de l'homme, vision du monde. Parce que comme le disait Thierry Bitan, même la conception de Dieu, c'est lui qui t'éduque. Même la conception qu'il te donne de Dieu, ça ne renvoie pas au vrai Dieu. Ça renvoie à sa source identitaire. C'est ainsi que si vous allez par exemple au Cameroun, en Afrique, mais le Dieu qui est invoqué, mais c'est celui de la conscience universelle. Dans ce qu'on appelle les églises, parce que les individus eux-mêmes étant le produit du système de pensée universel, ce qu'ils invoquent, c'est la conscience universelle. Ils n'invoquent pas le vrai Dieu. Ils n'invoquent pas le vrai Dieu. Est-ce que depuis votre séjour à Yaoundé, vous n'avez pas rencontré des consciences qui invoquent quand même le vrai Dieu? Je n'ai pas besoin d'aller chercher à le voir. Une vision quantique globale permet de savoir que ce qui est en mouvement au Cameroun, c'est la conscience universelle. La conscience universelle. C'est la conscience universelle, c'est-à-dire dont le Nord est la haute représentation. On va quand même donner une seconde à Franck Carlin, pour nous dire, lorsque vous voyez un Camerounais en train d'uriner au bord de la route, il urine au bord de la route, qu'est-ce que vous vous dites? Il est mal éduqué? Bonne question. Et justement, je vais poser juste une réflexion. Je pose une réflexion à tous ceux qui prétendent être enseignants ou à tous ceux qui prétendent être éduqués. Quand on éduque quelqu'un, vous faites de lui un être intelligent. Et maintenant, un être intelligent, pensez-vous qu'un être intelligent peut avoir une fausse notion de l'indépendance, une fausse notion de la souveraineté? Un être intelligent, c'est un être autonome au niveau de la pensée. Et je peux donc l'affirmer avec certitude que l'éducation telle qu'elle a été conçue pour la masse de la population, en réalité, ce n'est pas une éducation, c'est un graissage. Nous sommes dans le système de graissage. C'est un graissage. Et puis, pour terminer, vous allez terminer. C'est vous qui terminez. C'est vous qui terminez. On donne quand même une seconde aussi au médecin Aimé Thierry Bitan. Est-ce que, la même question, vous voyez un Camerounais qui vient pour se soigner chez vous, il vous gronde, il sort, il urine partout, mais il n'est pas encore fou. Qu'est-ce que ça vous dit? Les Camerounais sont-ils éduqués? Chacun ne donne que ce qu'il a. Si quelqu'un affiche ce genre de comportement, tout ce que je comprends, c'est qu'il ne donne que ce qu'il a. Il ne peut pas donner autre chose. Il révèle l'univers auquel il appartient. Parce que tout ce qu'on fait est un langage. Donc il a émis un langage, il a parlé. Il a parlé. Voilà. Luc César Bimaï, on sort avec vous. Oui. Voilà. Moi, pour répondre à cette question, on peut éduquer un chien à ne pas uriner sur la route. Il adopte ses règles, mais il sera toujours un chien. Donc, le fait que quelqu'un ait adopté les règles, l'amenant à ne plus uriner sur la route, ne fait pas de lui quelqu'un qui est autre chose que la conscience universelle. On peut le voir dans le Nord. La semaine prochaine, on va réfléchir continuité de l'aspect éducationnel, mais en relation avec la politique. On va se poser la question principale, qui doit éduquer qui dans ce pays qu'on appelle le Cameroun? Merci beaucoup. Je crois que, mesdames et messieurs, la problématique de l'éducation, il y a une différence entre graisser un animal et éduquer l'homme. L'homme est la préoccupation centrale, la réflexion, la pensée. Et on a ici la pensée universelle et la pensée supérieure. On va chercher la pensée supérieure pour avoir les bons produits. Bonsoir.